On va commencer pour ne pas prendre du retard. Nous sommes heureuses de vous retrouver après cette épidémie de Covid. Et sans plus tarder, match par la suite. Nous passons la parole à Dr Aïda Bourgi, l'éminente Aïda Bourgi, pour nous parler des exaspérations sévères d'asthme, diagnostic et prise en charge. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier le groupe de pneumo-allergologie de m'avoir invité pour présenter cette conférence. Je voudrais aussi remercier Olfa Bouyahia d'accepter de modérer cette séance avec Nedia Galouz et d'avoir lâché le match Tunisie-Algérie. C'est une fervente fan du foot. Je vais essayer de faire vite. Alors, sans plus tarder, on va commencer. C'est quoi l'exacerbation sévère d'asthme? C'est une exacerbation ne répondant pas au traitement standard, c'est-à-dire au bout de 2 heures de temps, vous mettez votre malade sous traitement médical que vous connaissez très bien, il ne s'améliore pas, c'est une exacerbation sévère d'asthme. Ou bien c'est une exacerbation qui nécessite une prise en charge urgente. Donc c'est une véritable urgence médicale et il faut tout mettre en œuvre pour éviter la réanimation à l'enfant asthmatique en pleine exacerbation. Alors, la ventilation mécanique, avant je mettais d'autres chiffres, mais maintenant dans la littérature, c'est plutôt de l'ordre de 0,5 à 10%. Donc de moins en moins, on ventile mécaniquement les asthmatiques. Ceci dit, la mortalité reste quand même de 3 à 4%. Alors, 2 mots sur la physiopathologie. Les mots-clés à retenir, c'est bronchospasme, donc ça donne un syndrome obstructif majeur. Il y a de l'œdème pariétal, des bouchons muqueux. Tout ceci va entraîner une augmentation des résistances au niveau des voies aériennes inférieures, donc l'air entre facilement et a du mal à sortir. Et c'est responsable de l'hyperinflation dynamique et de la distension thoracique. Ceci va entraîner d'une part un travail respiratoire, donc l'enfant il lutte pour respirer, et d'autre part il y a une altération du rapport ventilation-surperfusion par 2 mécanismes différents. En fait, il y a une augmentation de l'espace mort du fait de cette distension, c'est-à-dire des territoires qui sont ventilés mais non perfusés. Et aussi à travers l'hypoxie, qui est la vasoconstriction qui est entraînée par l'hypoxie. D'autre part, on peut voir aussi un shunt intrapulmonaire, c'est-à-dire des territoires qui sont bouchés et qui sont non ventilés, mais normalement perfusés. Alors, concernant la mécanique ventilatoire, ce que vous voyez ici, à gauche de l'écran, c'est la courbe débit-temps. Alors, vous avez l'inspiration, je ne sais pas si le capteur, voilà, ça marche, le pointeur, l'inspiration et l'expiration. Vous voyez que, en fait, le débit ne s'annule pas, contrairement à l'enfant normal où le débit expiratoire s'annule. Et c'est ce qui crée la PEP intrinsèque ou l'autopep. Sur les courbes de droite, ce que vous voyez, c'est la courbe, voilà, ça ne marche pas là, c'est la courbe volume-temps. Donc en bas, vous voyez le poumon qui se vide pendant l'expiration, et en haut, pour la figure B, ce que vous voyez, c'est un poumon qui ne se vide pas. Donc il se remplit, il ne se vide pas, il se remplit, il ne se vide pas entièrement. Ça crée la distension thoracique. Maintenant, concernant les interactions cœur-poumon, on va parler d'une notion que vous connaissez, le pouls paradoxal. Il faut savoir qu'il y a un pouls paradoxal physiologique. Au moment de l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation du retour veineux, ce qui va entraîner une augmentation du remplissage du ventricule droit. Et comme il y a une interdépendance entre ventricule droit et ventricule gauche, ça va pousser sur le septum interventriculaire en diminuant la cavité ventriculaire gauche et donc entraîner une diminution de la capacité du ventricule gauche à se remplir. D'un autre côté, il y a l'expansion pulmonaire et donc il y a une expansion de la vasculature pulmonaire et il y a plus de sang au niveau du poumon. Ceci va entraîner une diminution
du retour veineux, donc à travers les veines pulmonaires, vers l'oreillette gauche, une diminution au fait de la précharge du ventricule gauche. Je m'en excuse, c'est une diminution de la précharge du ventricule gauche, et donc ça va augmenter aussi, ça va diminuer plutôt la capacité du remplissage du ventricule gauche, et tout ceci a pour conséquence une diminution du volume d'éjection systolique et une diminution de l'amplitude, chose qu'on voit très bien quand on fait un monitorage de la pression artérielle sanglante, et vous voyez au moment de l'inspiration, il y a une baisse de la pression artérielle sanglante systolique, et c'est différentiel entre la pression artérielle systolique maximale et la pression artérielle systolique minimale constitue le pouls paradoxal, qui est de l'ordre de 5 à 10 mm de mercure. Mais quand il y a un pouls paradoxal physiologique, cette différence elle est supérieure à 20. Rentrons maintenant rapidement dans le vif du sujet. En fait, il faut savoir évaluer rapidement et objectivement la gravité des symptômes, et il faut faire une intervention médicale rapide et efficace pour limiter la détresse respiratoire et améliorer l'oxygénation. Comment on va évaluer la sévérité d'une exacerbation d'asthme? Vous savez très bien, maintenant, vous êtes expérimenté, et au bout de 30 secondes, vous savez si l'enfant est en exacerbation sévère ou pas. Par le quick look, vous allez regarder d'abord son comportement. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est trop calme? Est-ce qu'il est somnolent? Par la suite, la respiration, la fréquence respiratoire, au fait, l'importance de la polypnée, du travail respiratoire, les signes de lutte, le wheezing, et si vous trouvez un silence auscultatoire, donc il y a très peu de flux qui circulent, c'est un signe de gravité ou ça signe une complication. Et par la suite, bien sûr, la coloration en prenant la saturation en oxygène. Quand la SpO2 est inférieure à 90%, il faut une thérapie agressive. Et aussi, il faut évaluer la circulation, puisque je vous ai expliqué qu'il y a des interactions cœur-poumon, donc il y a la possibilité d'un choc et d'un pouls paradoxal. Les critères cliniques de gravité, décrits par les différentes sociétés savantes et par la GINA 2021 aussi, donc c'est la polypnée, c'est un enfant qui n'arrive pas à parler, qui ne termine pas une phrase, qui met en jeu tous les muscles accessoires de la respiration, et notamment les muscles scalènes et les sternocléidomastoïdiens, l'hypoxie, les râles sibilants en inspiration et en expiration, le silence auscultatoire, et par ailleurs, il est aussi tachycarde, et il est agité ou léthargique, et il a un pouls paradoxal. Donc vous mettez votre main sur le pouls, vous allez remarquer qu'au moment de l'inspiration, il y a une diminution de l'amplitude. J'ai mis la DEP inférieure à 50%, mais je sais qu'en pratique, on l'a fait rarement. Alors, concernant les scores de gravité, le score le plus utilisé pour évaluer une exacerbation d'asthme, c'est le score de Pram. Et les différents items sont le tirage susternal, la contraction des muscles scalènes, les murmures vésiculaires, les sibilances et la SpO2. Donc vous voyez, au fait, dans ce score, l'élément le plus objectif, c'est la SpO2. Les autres, on peut les évaluer d'une manière différente, et donc c'est un score qui est plutôt subjectif, et c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment utilisé dans la pratique courante. Un score de Pram qui est entre 8 et 12 veut dire que c'est une exacerbation sévère et qu'il y a un risque au moins de 50%, voire plus, qu'il soit hospitalisé. Alors, quels sont les facteurs de risque de mortalité? Ce sont des notions que vous connaissez très bien, donc les antécédents d'hospitalisation en réanimation, un asthme insuffisamment traité ou mal contrôlé, une polysensibilisation allergique. Les examens complémentaires. Alors, on va parler de 3 examens complémentaires, mais j'insiste là-dessus, pour la radiographie du thorax, elle n'est pas, bien sûr, nécessaire pour poser le diagnostic de l'exacerbation sévère d'asthme, mais c'est un examen qu'on doit faire quand elle est sévère, essentiellement à la recherche de complications ou d'une co-infection pulmonaire. Alors, il ne faut surtout pas déplacer un enfant instable, donc la radio doit être faite au lit du malade. Les gaz du sang.
Ils sont à interpréter conjointement avec la clinique. Et comme vous le savez très bien, une capnie qui est normale est déjà un signe de gravité. Et donc, qu'elle soit normale ou élevée, c'est un indicateur d'une insuffisance respiratoire imminente. Le troisième examen complémentaire qui est indiqué dans l'exacerbation sévère d'asthme, c'est bien sûr l'ionogramme sanguin. On va d'abord regarder l'anatrémie. L'hyponatrémie peut être expliquée par une sécrétion inappropriée d'ADH et ça a une implication thérapeutique immédiate. À ce moment-là, on doit faire une restriction hydrosodée. Alors qu'habituellement, chez l'asthmatique, on lui donne au moins ses besoins, voire plus. Mais s'il a une SIADH, il faut faire attention. L'ionogramme aussi va être fait à la recherche d'hypokaliémie qu'il faudra prévenir quand on utilise des bronchodilatateurs à courte durée d'action à forte dose. On met d'emblée le potassium dans la perfusion de maintien. Pour les malades en réanimation, on met un cathéter artériel, on va monitorer la pression artérielle sanglante et on va aussi profiter pour faire les bilans, un ionogramme 2 ou 3 fois par jour. On arrive maintenant à la prise en charge thérapeutique. Il y a des objectifs de cette prise en charge. D'abord, corriger l'hypoxémie. Donc, c'est la première chose à faire. Et puis, le deuxième objectif, c'est de lever rapidement l'obstruction des voies aériennes. Et le troisième objectif, c'est de prévenir la récidive des exacerbations. En général, le traitement de fond est débuté en réanimation, mais il est par la suite ajusté au niveau des services de pédiatrie. Alors, corriger l'hypoxémie. Donc, un enfant hypoxique, il faut d'abord mettre sous oxygène. Et tous les moyens d'oxygénothérapie sont bons. Donc, il faut au moins mettre un masque à haute concentration avec réservoir, car on peut atteindre des FiO2 très élevés. Les objectifs de saturation changent d'une société à une autre. Pour la SRLF, c'est 94%. Pour le RC, c'est pareil. Alors, pour la GINA 2021, la SPO2 doit être maintenue entre 93 et 95%, et pour les 6-11 ans, entre 94 et 98%. Si l'hypoxémie est réfractaire, il faut rechercher une complication. Il peut s'agir d'un pneumothorax, d'un pneumomédiastin. Il faut aussi rechercher une pneumonie qui donnerait un shunt intrapulmonaire ou bien une vasodilatation qui est induite par les bêta-2 mimétiques à forte dose. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypoxie, elle donne une vasoconstriction. Les bêta-2 sont des bronchodilatateurs, mais aussi des vasodilatateurs. Et comme il y a des territoires qui sont shuntés, qui sont non ventilés, en augmentant la perfusion au niveau de ces territoires par la vasodilatation, on ne gagne rien du tout et on peut aggraver une hypoxémie. Alors, les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action, la pierre angulaire du traitement de l'exacerbation d'asthme, ils ont une action immédiate sur la bronchoconstriction. Et la molécule qu'on utilise, c'est la terbutaline, qui est moins efficace car moins bêta-2 sélectif que le salbutamol. Concernant les modalités d'administration, bien sûr, si vous êtes appelé pour un enfant à domicile qui est en exacerbation, même si elle vous paraît sévère au téléphone, il faut débuter par l'aérosol doseur avec les chambres d'inhalation et dire aux parents de faire 10 bouffées toutes les 20 minutes en attendant qu'ils arrivent à l'hôpital ou à la clinique ou dans votre cabinet. Donc, ils doivent démarrer immédiatement le traitement. Par la suite, cette méthode, elle n'est pas indiquée dans les formes graves et chez les patients qui sont hospitalisés pour exacerbation sévère d'asthme. Il y a les nébulisations continues et les nébulisations intermittentes. Sachez qu'en Tunisie, ce qu'on est en train de faire tous, ce sont des nébulisations intermittentes, c'est-à-dire toutes les 20 minutes. Même si on enlève nahi raja, ça reste des nébulisations intermittentes. Et la dose recommandée, c'est 0,2 mg kg toutes les 20 minutes, donc c'est 0,1 ml kg toutes les 20 minutes. Les nébulisations continues, ça veut dire au fait qu'il y a une administration continue
des bronchodilatateurs au niveau du nébuliseur et c'est alimenté par un pousse-seringue électrique. C'est pas ce que vous êtes en train de faire en pratique, donc on n'est pas vraiment en train de faire des nébulisations continues. C'est un abus de langage. Il y a aussi différents types de nébuliseurs. On peut faire des nébulisations synchronisées avec la respiration, comme la figure de gauche que vous voyez, c'est-à-dire ce genre de nébuliseur. Quand l'enfant va inspirer, il va recevoir le médicament. Et quand il va expirer, il ne va rien recevoir du tout, contrairement aux nébuliseurs standards que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Les bronchodilatateurs sont en permanence diffusés. Ce sont bien sûr des nébuliseurs qui ont une meilleure efficacité, mais qui sont très chers et qui ne sont pas disponibles en Tunisie. Alors la voie sous-cutanée de la terbutaline, elle est indiquée quand une voie veineuse est non disponible, alors que l'enfant est en état d'épuisement respiratoire. Il s'épuise devant vous. Ça peut être une bonne alternative, sauf que malheureusement, c'est une molécule qui n'est pas disponible en Tunisie. Maintenant, on va parler des effets secondaires des bêta-2 à courte durée d'action, surtout quand on l'utilise à forte dose dans l'exacerbation sévère d'asthme. Alors, il y a pas mal d'effets indésirables, les tremblements, qui vont rapidement se voir, la tachycardie aussi. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est accorder une attention particulière à deux effets indésirables. D'abord, l'hyperglycémie. Donc, il faut toujours faire une glycémie au doigt à l'admission et il va être surveillé de façon rapprochée. Et en plus, on va prendre notre précaution sur le plan thérapeutique. C'est-à-dire qu'au niveau de la solution de maintenance, on ne va pas mettre du glucosé à 5%. On va commencer plutôt par du sérum physiologique ou parfois, dans 500 ml de sérum physiologique, au fait, on met 2 ampoules de KCl et 1 ampoule de gluconate de calcium. Et on risque aussi l'hypernatrémie dans ce cas. On peut continuer par une perfusion. Il y a moitié sérum phi, moitié OBD. Mais dès que la GAD se corrige, à ce moment-là, on revient à notre solution habituelle de Nakian. Le deuxième risque, c'est l'hypokaliémie. Donc, une exacerbation sévère d'asthme qui va recevoir beaucoup de bêta-2, n'hésitez pas à mettre d'emblée 2 ampoules de KCl dans la première perfusion. Et par la suite, vous allez surveiller avec un ionogramme. C'est des enfants qui font assez souvent des hypokaliémies. Alors, le deuxième traitement d'urgence, vous connaissez très bien, c'est les corticoïdes. Ils sont à débuter dès les premières minutes, au fait, parce que pour que leur action commence, il faut au moins 1 heure. Donc, vous la débutez le plus précocement pour voir un début d'action entre 1 et 3 heures plus exactement. Et ça a une action anti-inflammatoire qui est majeure. Ça améliore la fonction pulmonaire de façon claire et nette. La voie d'administration, il n'y a aucune différence entre la voie orale et la voie IV. Donc, si vous êtes dans votre cabinet, vous commencez immédiatement par la voie orale et même aux urgences pédiatriques. Les seules contre-indications sont lorsque l'enfant n'arrive pas du tout à les prendre par voie orale. À ce moment, on est amené à lui donner les corticoïdes par voie intraveineuse. Alors, la molécule qu'on donnerait par voie IV, on peut tout donner, mais on opte pour la méthylprednisolone, une dose de charge de 2 mg kg. Et par la suite, on va continuer soit en 4 prises, soit en 2 prises, la même dose. Donc, soit 1 mg kg x 2, soit 0,5 mg kg x 4. Et comme vous l'avez vu, le début d'action, il est entre 1 à 3 heures et le pic d'action, il est entre 4 et 8 heures. C'est pour ça que c'est important, j'insiste là-dessus, de commencer les corticoïdes en même temps que vous commencez les bêta-2. Les anticholinergiques inhalés. Donc le bromure d'ipratropium, ce n'est pas facile comme nom pharmaceutique, mais qu'il faut retenir. Il diminue de façon significative l'hospitalisation, améliore la fonction pulmonaire et réduit le risque de nausées et de tremblements induits par les bêta-2.
Donc, il est donné en synergie les premières 24 heures dans l'exacerbation sévère. Pourquoi ? Comme vous le savez, l'acétylcholine entraîne une contraction musculaire et une sécrétion de mucus. Vous le voyez très bien sur la figure de droite. Alors, quand on donne un anticholinergique, on va obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire une relaxation du muscle et aussi une diminution de la sécrétion du mucus. La dose, quand il a plus de 6 ans, c'est 0,5 mg, et quand il a moins de 6 ans, c'est 0,25 mg, fois 3 par jour. Le sulfate de magnésium. Alors j'espère qu'après la présentation d'aujourd'hui, on va convaincre les quelques recalcitrants qui persistent dans le milieu de la pédiatrie par rapport au sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium, maintenant, il est recommandé par toutes les sociétés savantes, toutes confondues, pédiatriques et adultes. Il a une action bronchodilatatrice et anti-inflammatoire. Donc, il faut le prescrire d'emblée dès la première heure d'admission d'une ESA. Et il est éventuellement à répéter 4 heures plus tard. Pourquoi j'ai mis maximum de grammes? J'ai mis un point d'interrogation. Parce que même sur cette dose, il n'y a plus au fait de certitude et on peut aller même plus loin. Au fait, il y a un essai clinique qui a été fait et qui est publié dans Pediatric Critical Care et qui compare 2 groupes randomisés, ils sont âgés entre 6 et 16 ans. Un groupe a reçu bolus de sulfate de magnésium, 50 mg kg, en 20 minutes, c'est la dose qu'on donne, nous. Et puis, un autre groupe qui est randomisé pour recevoir le sulfate de magnésium en IV continu sur 4 heures, 50 mg kilo/heure pendant 4 heures. Et les résultats sont très encourageants. C'est-à-dire que vous voyez sur cette diapositive que ce sont deux populations comparables, 19 patients bolus, 19 patients sulfate de magnésium en IV continu sur 4 heures. Et les résultats sont très intéressants. Le premier critère d'évaluation était la sortie de l'hôpital, en fait. Et le deuxième critère d'évaluation était le coût. Et maintenant, beaucoup d'études parlent tout le temps de coût. Les résultats étaient en faveur du sulfate de magnésium en IV continu sur 4 heures. La différence, elle est statistiquement significative entre les deux groupes et il y a moins de coûts, forcément, puisqu'ils sortent avant, dans la population qui a reçu high dose, donc les doses en IV continu sur 4 heures. Sur la figure de gauche, on n'arrive pas à accéder à gauche, voilà. Donc, au fait, il y a à gauche ceux qui ont reçu un bolus, 0% ceux qui sont sortis avant 12 heures, un petit peu plus ceux qui sont sortis avant 24 heures et plus 21% ceux qui sont sortis dans les 36 heures. Mais concernant les bâtonnets à droite, c'est la population qui a reçu les high doses de sulfate de magnésium. Donc vous voyez que c'est très intéressant. On m'a posé dernièrement la question sur le sulfate de magnésium inhalé. Est-ce qu'il est indiqué ou pas? Bon, de toute façon, il n'existe pas en Tunisie, mais j'ai cherché. Pour le moment, en fait, il n'y a pas de recommandation et les données sont insuffisantes pour le recommander. Le traitement de deuxième intention, vous avez essayé tout ça et ça ne marche pas. Bon, forcément, il va arriver en réanimation, normalement. Il y a pas mal de traitements de deuxième intention, tels que l'aminophiline, tels que l'héliox, mais je vais uniquement parler de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire le salbutamol. Alors, le salbutamol, par voie IV, on va le donner en dose de charge, 5 gamma kilo-minutes pendant 20 minutes, et par la suite, on va diminuer le débit pour trouver une dose de croisière entre 0,5 et 5 gamma kilo-minutes. En général, on le donne chez les enfants qui ne répondent pas au traitement médical agressif. Et donc, il leur faut un monitorage strict, qu'il soit cardiovasculaire, de la glycémie et de la kaliémie. En dehors de ces traitements, il ne faut pas oublier d'évaluer aussi l'état d'hydratation de ces enfants.
C'est vrai qu'on dit qu'il faut leur donner entre 1,5 et 2 litres mètre carré jour. J'ai dit qu'il faut faire attention par rapport à l'anatrémie. S'ils sont fébriles, il faut donner des antipyrétiques, ils sont déjà polypnéiques, donc ça diminuera la polypnée et la tachycardie, parce que finalement, vous ne saurez pas, il est tachycarde de quoi? De la fièvre, des bêta-2, il a une co-infection, il est choqué, il a un pouls paradoxal. Donc déjà, évitez qu'il soit fébrile. Et on donnera des antibiotiques seulement s'il y a une pneumopathie bactérienne. Et les antibiotiques, ce n'est pas parce qu'il est en réa, ce n'est pas parce qu'il est hospitalisé pour une exacerbation sévère d'asthme qu'on va donner systématiquement des antibiotiques. Maintenant, on va parler des techniques d'assistance respiratoire. Vous avez en haut les 3 techniques de ventilation non invasive et puis il reste la ventilation mécanique qui est le dernier ressort. Si vraiment on n'y arrive pas, on va dire un mot sur les indications. Donc l'oxygénothérapie qui est utilisée largement aussi en pédiatrie générale. En réanimation, il y a la possibilité de les mettre en ventilation spontanée avec PEP, VS-PEP, une PEP extrinsèque qui va contrecarrer la PEP intrinsèque, ou bien on peut aller à un niveau plus élevé, une ventilation spontanée à double niveau de pression, donc PEP avec une aide inspiratoire ou bien en mode bilevel. Alors pour l'oxygénothérapie, vous le savez très bien, il faut commencer par le débit maximum, c'est-à-dire 2 litres par kilo et par minute. Et pour les enfants entre 1 à 6 ans, on peut aller jusqu'à 25 litres par minute. Pour les enfants entre 6 et 12 ans, on peut aller jusqu'à 30 litres par minute. Et quand il est grand, on peut aller au débit adulte, 50 à 60 litres minute. Alors j'ai mis à droite une photo d'un dispositif qui est commercialisé maintenant et qui vous permet de donner des nébulisations à travers le circuit d'Optiflow Junior. C'est une pièce qui se raccorde entre la canule nasale et le circuit monobranche. Donc ça vous permet d'éviter d'enlever la canule nasale quand vous donnez les bêta-2. Et il vaut mieux ne pas enlever cette canule, dont la taille doit être bien choisie et elle ne doit surtout pas être obstructive et supérieure à 50% de la narine. Alors, on se pose la question si c'est efficace ou pas. C'est vrai que c'est à la mode, les lunettes à haut débit, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Sachez d'abord qu'il n'y a pas beaucoup de littérature, pas beaucoup de publications là-dessus. Mais il y a quelques études qu'il faut connaître. Celle-là, par exemple, en 2017, c'est un essai contrôlé randomisé sur 60 enfants. 30 malades ont reçu HFNC, High Flow Nasal Cannula, et 30 enfants, 32, ont reçu l'oxygénothérapie standard, 2 litres minute. Entre-temps, ils ont continué, bien sûr, tous les deux à recevoir tout le traitement, bronchodilatateur, corticoïdes, etc. Et cet essai clinique était en faveur des lunettes haut débit, concernant le fait que dans le groupe HFNC, il y a une diminution du score de gravité dans les 2 heures. Donc, c'était plutôt encourageant. Mais bon, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Il y a une autre étude qui est publiée plus récemment, donc, qui a été faite en 2019, un essai contrôlé qui a comparé groupe 32 enfants, 32 enfants ont été mis sous HFNC et 33 enfants dans le groupe contrôle. Ils ont comparé les scores de gravité à H2 à H6, la fréquence respiratoire H2 et H6 et la SPE2. Et vous voyez le résultat. Il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes. Et aussi, si on regarde de point de vue longueur du séjour, la durée d'hospitalisation, vous voyez là aussi qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc c'est une étude qui dit qu'il n'y a pas une grande différence, mais bien sûr, il faut faire des essais contrôlés avec un nombre beaucoup plus grand. Nous, en réanimation, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une différence entre HFNC et ventilation non invasive avec les autres méthodes, c'est-à-dire la CPAP, la BIPAP, la VS plus aide.
Et il n'y a pas non plus d'étude randomisée, mais cette étude, elle est intéressante. C'est une étude observationnelle d'une cohorte rétrospective. Ils ont revu les malades qui ont été mis sous lunettes à haut débit et les malades qui ont été mis sous les autres techniques de non-invasive ventilation. Et donc, le nombre de malades HFNC 20, NIV 22. De point de vue caractéristiques, démographiques, tout ça, donc il n'y avait pas une grande différence. Vous voyez, c'est des enfants d'âge 2,98 pour la moyenne, 3,34 plutôt pour la médiane. Il y a une petite différence de point de vue fréquence cardiaque. Dans le groupe HFNC, il était plus tachycarde que le groupe NIV. Et de point de vue critères d'évaluation, le critère d'évaluation principal était l'échec de la technique. C'est-à-dire, dans le groupe HFNC, échec si on doit passer à la NIV, et dans le groupe NIV, échec si on doit intuber l'enfant. Et là, les résultats étaient en faveur de la NIV avec une différence statistiquement significative. Et quand ils ont fait aussi une analyse multivariée, par la suite, dans la courbe de Kaplan-Meier, vous voyez la courbe rouge, ce sont 8 patients qui ont échoué sous HFNC et qui ont été passés en NIV. Et à ce moment-là, c'est des malades chez qui on a remarqué que la durée de séjour en réanimation était plus longue. C'est un résultat qui est assez logique, mais leur conclusion était que dans cette étude, l'HFNC pouvait retarder la prise en charge par les autres techniques non invasives et que ça prolongeait leur durée de séjour en réanimation. Mais il faut noter que ce n'est pas un essai clinique. Maintenant, concernant la ventilation mécanique, qui est le dernier recours, et dernièrement, on a eu à intuber un enfant, malgré tous les efforts qu'on a fait pour éviter ça, il a tout reçu, mais bon, il est arrivé au stade d'épuisement respiratoire et il fallait l'intuber. C'est des enfants qui sont très difficiles à prendre en charge une fois intubés. Ils sont curarisés pendant 48 heures au moins et leur ventilation est assez compliqué parce qu'on doit respecter certains principes, c'est-à-dire une ventilation avec une fréquence très lente. Donc, s'il a 4 ans, il peut être ventilé avec 10 cycles par minute parce que le thorax ne se vide pas. Ils ont une autopée qui est très importante. Donc, les indications, c'est l'arrêt cardiaque. Bien sûr, il est inconcevable qu'un enfant fasse un arrêt cardiaque et après qu'on le reprenne avec une ventilation non invasive. L'échec du traitement bien conduit, une présentation d'emblée très sévère, un enfant qui sature à 70% et qui ne répond à rien dès le départ, bien sûr, vous allez l'intuber. Un enfant qui s'épuise ou qui a des troubles de la conscience. Donc, si on veut résumer, quelles sont les indications? C'est l'insuffisance respiratoire aiguë malgré un traitement médical agressif et maximal. Alors, il faudra poursuivre les nébulisations sur le circuit de ventilation et on dispose de ce matériel appelé aérogène. Et donc, il faut raccorder sur le circuit inspiratoire de la machine et par la suite programmer ces nébulisations. On va appuyer sur ce bouton qui est en bleu et on voit que le médicament est nébulisé à travers le circuit. Donc, je conclus. Il ne faut pas sous-évaluer la sévérité de l'exacerbation de l'asthme. Il faut débuter dans l'immédiat les bronchodilatateurs à courte durée d'action, les corticoïdes, l'oxygénothérapie. Ne pas hésiter à prescrire le sulfate de magnésium. Donc, vous voyez, il y a des gens qui le prescrivent en continu, à forte dose, et ils ne respectent pas du tout les 2 grammes. Optez pour l'oxygénothérapie à haut débit, sinon aux techniques de ventilation non invasive. Et surtout, il faut toujours réévaluer votre patient de façon rapprochée et voir la réponse clinique aux différents traitements que vous prescrivez. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Aïda Borji, pour cette belle mise au point. Peut-être avant de passer la parole à la salle, moi j'ai
une question peut-être, c'est par rapport à l'oxygénothérapie à haut débit, Oui. qu'on utilise dans les étages avant de faire le transfert. Est-ce que vous avez remarqué que les malades, quand ils passent en réanimation, vous avez l'impression qu'ils mettent plus de temps pour s'améliorer? Et sinon, parce que là j'étais inquiétée par cette étude qui montrait que ça peut retarder un peu le séjour en réanimation. Et sinon, est-ce qu'il faut qu'on se donne combien de temps pour dire que ce malade-là, il faut passer à la VNI et aux réanimations, il faut arrêter l'oxygénothérapie à haut débit? Très bonne question, Olfa. Au fait, pour te répondre, je vais aussi parler de la disponibilité des interfaces en Tunisie. Donc, pour faire de la NIV chez l'enfant, maintenant, on a toutes les interfaces pour le nourrisson. Pour les nourrissons, pour les enfants plus grands, on doit utiliser les interfaces de l'adulte en small ou bien d'autres interfaces, mais qui ne s'adaptent pas bien au circuit des différents ventilateurs. Donc, nous, dans le service, on privilégie à 100% l'oxygénothérapie à haut débit et le traitement médical agressif. Et honnêtement, on intube beaucoup moins. Donc, notre impression, c'est que c'est une très bonne technique d'oxygénothérapie et qui diminue le travail respiratoire de l'enfant à côté des autres traitements. Mais, comme vous le voyez, c'est un sujet de controverse, comme ça l'a été dans la bronchiolite. Dans la bronchiolite, on a beaucoup parlé de l'oxygénothérapie à haut débit, mais on sait de plus en plus, grâce aux essais cliniques, et on en a fait un dans le service, dans les bronchiolites sévères, on sait que ça marche dans les bronchiolites modérées à sévères, qui ne sont pas aussi sévères pour être en réanimation. Donc, dans les bronchiolites sévères, on sait que les autres techniques, CPAP et les autres techniques de VNI, sont beaucoup plus efficaces que l'oxygénothérapie à haut débit. Mais pour l'exacerbation d'asthme, tu vois, les données sont contradictoires. Ouais. Donc, je ne peux pas conclure si c'est mieux ou pas. Maintenant, pour la durée, on fait 2 heures de temps. Moi, je dirais 2 heures de temps si vous avez mis le traitement médical bien conduit, agressif, avec l'oxygénothérapie à haut débit et que le patient ne s'améliore pas, on doit au moins aviser la réanimation. Après, pour les places, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Mais c'est vrai qu'il faut retenir, c'est qu'avant le transfert, il faut donner la dose de corticothérapie par voie orale. Ça, c'est capital. Et sulfate de magnésium. Et arrêter de donner le Pulmicort qui ne sert, je pense, absolument à rien. Bien qu'il y a des études, hein. Il y a des études là-dessus. Donc. Oui, il y a des études, mais comme tu le dis, Aïda, il y a des études, mais par la suite, il va falloir revoir le coût d'une proposition et est-ce qu'on a un gain réellement qui justifie. Moi, je voulais insister. C'est bien de prendre en charge une crise d'asthme sévère, mais le mieux, c'est que l'enfant ne fasse pas l'asthmatique, n'arrive pas à une exacerbation sévère. Et donc, l'Aïda l'a très bien exposé, les médicaments doivent être débutés à la maison. Quand, au téléphone, vous jugez que votre enfant a une crise d'asthme modérée à sévère, commencez les bêta-2 courte durée d'action, commencez le corticoïde parce que le corticoïde ne va pas agir dans l'immédiat. Il faut un certain délai pour que ça agisse, si ça a été bien dit. Et troisièmement, donner un plan d'action aux mamans. La maman doit savoir quand commencer le bêta-2 courte durée d'action et quand rajouter les corticoïdes péros. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a des mamans qui vont recourir aux corticoïdes par voie générale de manière délibérée, et on a d'autres sur qui on peut compter. Donc, c'est bien de traiter, et mieux encore serait de prévenir ces exacerbations sévères. Et là, je voudrais te poser une question. L'impression qu'on a à l'hôpital d'enfants, c'est qu'il y a de moins en moins d'exacerbations très sévères d'asthme nécessitant le transfert en réa. Quel est ce que vous avez des statistiques sur ça ou justement, pas? En fait, on est en train de mener actuellement une étude, mais en rétrospective, justement, pour voir
sur les années, au fil des années, s'il y a eu une diminution. Donc, je ne pourrais pas répondre là tout de suite à votre question, mais c'est une question très intéressante. Nous, notre impression, c'est qu'on a de moins en moins. Maintenant, حدث معناتها احنا كي جينا exacerbation sévère d'asthme, et surtout quand il est intubé, on en voit 2 ou 3 fois par an. C'est vraiment rare. Peut-être, effectivement, on en a vu beaucoup plus avant. Mais là, c'est grâce à la prise en charge qui est faite au service de pédiatrie générale, hein. C'est-à-dire que maintenant, à l'hôpital d'enfants, je crois qu'il n'y a aucun service qui hésite à prescrire tout l'arsenal thérapeutique dont j'ai parlé. On n'a pas de souci. Tout le monde nous appelle après avoir donné ces traitements. Alors, il t'appelle, il te dit, ça y est, j'ai tout donné, hein, c'est pas la peine d'insister. Les corticoïdes, les bêta-2, oui, c'est en continu. Donc, comme vous voyez, c'est un abus de langage de dire continu. Le sulfate de magnésium, et on a mis sous lunette à haut débit, et il ne s'améliore pas. Bon, là, je me dis, il n'y a plus rien à faire, on doit le prendre, hein. Donc, En plus, voilà. excuse-moi, Aïda, c'est grâce aussi à un travail de plusieurs années qu'a fait les pédiatres pour l'éducation. Donc Oui. là, les parents, en général, ils savent bien utiliser tout ce qui est aérosolithérapie, traitement inhalé. C'est le fruit, en fait, d'une Voilà, bataille de voilà, plusieurs années. exactement, ouais. نضال تقول انت نضال قديم نضال. مناضلين